Bon, ben, on va continuer notre série d'entretiens avec Zoé Aubry, qui vient de faire un magnifique livre qui s'appelle #Ingrid. Alors, tu es née en 93 et tu es basée à Genève. Et tu as fait un master en pratique artistique contemporaine à la Aide, hautes écoles d'art et de design à Genève. Tu as aussi fait des études de photographie à la Haute École d'Art de Design de Lausanne. Tu es professeur de photographie dans cette école à Lausanne. Et tu es cofondatrice du collectif FAIR, dont le but est de perpétuer et de représenter les luttes féministes intersectionnelles au sein de la scène artistique locale. Et tu es aussi directrice éditoriale et cofondatrice, artiste et autrice de la revue Kilomètre. Et la revue Kilomètre est un espace de recherche liant approche curatoriale, théorique et visuelle. Et donc du coup, on va parler de ce projet #Ingrid. Comment t'es venue en fait, comment tu as commencé à travailler sur ce projet? Je crois qu'il faut que tu te rapproches. Si je vais plus... Ah oui. Ouais. Bonjour, merci beaucoup d'être présente et présente. Donc ça fait depuis 2017 que je travaille sur la question des représentations médiatiques des meurtres systémiques et structurels que sont les féminicides. Donc j'ai eu un premier travail de recherche et de mise en place qui s'appelle Non Inconnu, qui était plutôt basé sur les questions franco-françaises, étant donné que le texte m'intéresse aussi beaucoup. Quand on parle de représentation, c'est aussi les mots qu'on utilise. Et en fait, ce travail #Ingrid a émané en quelque sorte et est venu à l'encontre de ce projet Non Inconnu. Quand j'étais en train d'écrire mon thésis de master sur les questions éthiques liées au fait de questionner et d'utiliser des images pour parler de thématiques comme celle-ci, et aussi comment est-ce qu'on se positionne dans le milieu de l'art et de la photographie, qui est quand même extrêmement marchand quand on parle de questions comme ça. Et c'était du coup un matin, en buvant le café avec mon coloc Théo Pesso, qui est un très bon artiste aussi, on est tombé sur un article de Mediapart qui parlait de ce féminicide qui a eu lieu au Mexique. Donc c'est assez... Il y a un petit côté humoristique parce que ça fait une boucle, étant donné que ma critique est médiatique et que finalement ce travail est issu d'un autre média. Et du coup, j'ai mené un petit peu des recherches parce qu'il y a eu une indignation populaire. Donc pour vous donner un petit contexte, Ingrid s'est fait tuer et dépecer par son conjoint qui avait 25 ans de plus qu'elle, et les flics qui sont venus sur place de manière préméditée, parce que quand on regarde les images en ayant un regard un peu aguerri, on se rend compte que les images sont théâtralisées parce que l'arme du crime a été nettoyée, déposée sur le sexe de la victime alors qu'elle était dépecée, donc il n'y avait plus de sexe. Et du coup, la police a vendu ces images aux médias, aux tabloïds locaux, qui ont titré en fait avec ces photos, en titrant La faute à Cupidon, ou Avant, Après, avec des photos de cette jeune fille qui avait 25 ans en bikini au bord de la plage. Donc il y a eu une réaction populaire qui s'est entre autres cristallisée par un texte de Delia, qui est une très jeune fille mexicaine, posté sur Twitter, qui proposait de faire un spam généralisé en envoyant des belles images sur les réseaux sociaux avec le #Ingrid Escamilla Vargas, de sorte à faire disparaître ces images de leur présence, en tout cas numérique. Et ce qui est intéressant, alors attention, le livre n'est pas relié et je vous expliquerai sûrement après pourquoi, on verra si on vient là-dessus. Mais du coup, ça risque d'être un peu performatif la manière dont vous allez vous le passer. Et
Et oui, du coup, ce qui moi m'a intéressé en découvrant ces images qui ont été postées sur les réseaux sociaux, c'est que c'est des images qui ne sont pas faites ni postées pour être vues, mais pour, en utilisant les algorithmes, en faire disparaître d'autres et donc créer de l'invisibilité pour des images hyper voyeuristes avec lesquelles personne de la population n'était tout à fait d'accord qu'elles circulent et qui sont vraiment issues d'une corruption policière et capitaliste. Parce que les flics ont vendu ces images parce que leur salaire est très bas, donc pour pouvoir rehausser, on connaît l'histoire. Et du coup, comment tu s'est fait la sélection des photos pour pouvoir en fait produire cette publication? Alors, cette édition, elle est vraiment basée sur la matière raw elle-même. Donc, c'est vraiment une succession de photographies telles quelles. Je me considère dans ce projet-là beaucoup plus comme une ouvrière que comme une artiste. Donc il n'y a pas de sélection. La recherche, je l'ai vraiment menée sur différentes plateformes où a émergé ce hashtag, majoritairement sur Twitter, vu que c'est là qu'avait commencé le mouvement, mais aussi sur Facebook, Instagram, etc. Et moi, je me suis surtout occupée de replacer chronologiquement toutes ces images. Et c'est assez intéressant parce que quand on les voit comme ça, on peut vraiment suivre le flux. Comment est-ce que les internautes s'influencent les unes les autres parce que évidemment, quand on poste une image, on ne va pas re-regarder tout ce qui a été posté pendant les dernières semaines, on va juste voir les dernières. Donc ça, c'est aussi assez chouette à voir comment est-ce que finalement ces images, avec une abolition des frontières que nous permet le numérique, se répondent les unes aux autres. Et pour moi, c'est un projet qui est assez intéressant parce qu'il est vraiment participatif et populaire et c'est en fait la soudure de toutes ces images, de toutes ces individualités, parce que c'est hyper compliqué en fait en tant qu'individu de se battre contre la corruption étatique et policière et c'est là une petite arme que nous donne l'image en fait de se souder les uns les unes aux autres pour faire valoir une position ou Et du coup, en fait, comme quand tu as décidé en fait de choisir en fait ces images pour la publication, est-ce que tu les as retravaillées parce qu'il y a quand même, comme ils viennent de différentes sources, il y a des images qui sont un peu pixelisées, etc., etc. Donc, comment en fait tu as effectué en fait c'est la même réponse que tout à l'heure, presque. Je les ai vraiment pas retravaillées. Je voulais vraiment rester dans... Je pense que le fait qu'elles soient hyper pixelisées, pour certaines, ça nous montre aussi à quel point est-ce qu'elles ont voyagé. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été faites par les internautes qui les ont postées, qui sont des images déjà trouvées sur Internet, qui évoquent une certaine absence, un certain deuil. Elles sont hyper kitsch, hyper génériques, mais le fait qu'elles soient comme ça, super pixelisées, on sent aussi le voyage de ces images et ça questionne aussi notre rapport actuel à l'image et à sa multiplicité. Le seul travail que j'ai fait, c'est un travail de recadrage de sorte à ce que les doubles pages soient fortes et se répondent justement pour soutenir aussi ce propos collectif. Et puis voilà, vous pouvez voir dans les crédits, je me suis mis surtout en tant que graphiste, donc je dirais plus que le travail il est au niveau de la conception éditoriale, où justement la décision de ne pas relier le livre de sorte à rester vraiment proche du médium sur lequel elles ont été postées, où les réseaux sociaux, en fait, on peut toujours enlever, rajouter des images au fur et à mesure. Et l'idée, c'était vraiment que les personnes qui avaient ce livre en main puissent, même si mon travail se situe uniquement dans la création du chemin de fer, puissent le redéfinir, repenser la séquence, enlever des pages si elles ont envie, les afficher dans la rue, en faire autre chose. Et en fait, le choix de ne pas les relier, en fait, est-ce que c'est une façon à toi pour que le spectateur, le public se réapproprie aussi cette image à son tour, ou est-ce que tu peux nous expliquer en fait le choix avec ton éditeur?
de ne pas pouvoir... C'est à l'envers. Oui, effectivement, la réappropriation, c'est assez présent. À la fin du slide, je ne sais pas si vous l'avez déjà passé ou si on y arrivera. Et je vous ai aussi mis quelques vues d'exposition qui a eu lieu au Photoforum Pasquart à Bienne pendant les journées photographiques de Bienne. Et qui sont de sorte à sous-tendre en fait le lien qu'il y a entre la monstration et l'objet édition, parce que j'ai simplement coupé 2 éditions en 2 et je les ai mises vraiment comme ça sur le mur. Mais sur la première image, en bas à droite, on voit une petite table où il y a aussi plein d'images. J'ai aussi massicoté des éditions de sorte à mettre à disposition ces images des personnes qui venaient voir l'exposition et qu'elles puissent les prendre avec elles et en fait de perpétuer hors du numérique, vraiment de manière concrète, ce travail collectif de revendication et qu'ils puissent sortir dans la rue. Donc après, on a fait un peu de nuit. Bon, j'ai pas dit au musée, mais on a été avec plein de copines, activistes aussi très politisées. Mais après, l'idée, c'était que toutes les personnes qui venaient voir l'exposition puissent le faire aussi. On a été coller toutes ces images dans la ville et c'était vraiment l'idée aussi que cette exposition, toujours avec de manière un peu sous-jacente, une réflexion sur le monde de l'art, le marché de l'art aussi pour des boulots politiques qui moi me posent beaucoup de problèmes, et ben de sortir en fait du lieu conçu pour abriter une exposition où on doit payer une entrée très chère pour venir acheter des livres comme ici, c'était en fait de permettre à ces images de sortir parce qu'en fait elles n'ont pas été faites pour être dans un lieu comme ça. Alors ça leur permet une certaine visibilisation, mais c'est pas tout ce que je leur espère. En tout cas, c'est pas de là qu'elles proviennent. Et est-ce que dans cette publication, tu as utilisé... est-ce que déjà tu as réussi en fait à retrouver les images originales d'Ingrid DPC? Qu'est-ce que tu en as fait ou pas? Est-ce que tu les as utilisées dans la publication? Alors, j'ai quand même mis 3 jours et 3 nuits de recherche intense avant de tomber sur les images du corps d'Ingrid. Donc, c'est que ce mouvement participatif a fonctionné et j'étais assez ravie. Après, j'étais évidemment extrêmement choquée à la vision de ces images. Ça a été une discussion qu'on a eue avec un des co-éditeurs, donc la maison RVB Books à Paris. Moi, je tenais vraiment à ce que ces images de base ne soient pas présentes dans le livre parce qu'en fait, ça aurait complètement défait et le projet et l'ambition en fait qu'ont eu tous les internautes et qu'a eu Delia en proposant ce texte. Dans la phase de questionnement, j'ai quand même expérimenté dans ce rapport au numérique. J'ai fait un cyanotype sur écran de cette image, mais qui était extrêmement pixelisée et qui avait déjà beaucoup voyagé, qui était aussi censurée et qui disparaît encore plus avec ce processus. Et la seule fois que je l'ai utilisée, c'était justement dans cette exposition. Mais encore, c'est un recadrage, donc elle disparaît vraiment. Et j'ai punaiser en fait toutes les images du livre par-dessus, de sorte à physiquement être dans la continuité de ce qui avait été proposé sur le net et qu'elle reste invisible, mais qu'on sente en fait ce geste-là aussi dans la monstration. Votre travail est politique et interroge la force des réseaux sociaux, mais aussi et la couverture des féminicides par les médias. Mais en même temps, je voulais savoir, parce que votre œuvre parle de la capacité de la reconstruction par l'image, puisque le fait de cette solidarité de ces internautes, de produire en fait ces images positives pour cacher en même temps des images très très dures et atroces. Comment vous dealez en fait avec ça?
C'est vrai que c'est, je pense, le premier travail qui a une porte ouverte sur du positif que je fais. Généralement, c'est plutôt beaucoup plus dark. Je travaille plutôt en noir et blanc, en argentique, avec une question tridimensionnelle aussi, de sorte à faire un lien avec les spectatrices, leur demander de prendre position, etc. Et là, en fait, à mon avis, c'est le plus fort parce que c'est celui où je suis le moins présente déjà. Et c'est celui qui ouvre une porte sur une idée de révolution collective et donc potentiellement d'évolution aussi, en tout cas plus que dans mes autres travaux. Après, c'est vrai que c'est le premier qui me donne de l'espoir, je dirais. Sinon, c'est plutôt... on en parlait tout à l'heure, de travailler toute seule, c'est compliqué. C'est aussi pour ça que j'ai un engagement qui est un peu externe aussi au médium et qui est plus politique, en fait, où on s'en fout des images qu'on va faire. C'est plutôt le message. Mais oui, je l'ai eu très mal vécu. J'ai fait beaucoup de nuits blanches, notamment quand je faisais la collecte de tous les articles de presse locale qui sont sortis sur le territoire français sur les questions des féminicides au début 2018. C'était vraiment... j'ai mis du temps à me reconstruire. Et du coup, en quoi l'objet livre est plus important et différent des images qui sont produites sur les réseaux sociaux? Alors, plus important, je ne sais pas. Je suis vraiment pas sûre. Ce que j'ai espéré et la raison pour laquelle j'ai pensé cette édition, c'est qu'elle puisse être pérenne dans le temps, parce que finalement les hashtags qu'on a sur les réseaux sociaux, ils peuvent tout d'un coup faire un gros buzz ou pas, mais ils disparaissent quand même relativement rapidement, alors que l'objet éditorial, comme sur les réseaux sociaux, a moins de frontières qu'une exposition ou qu'une action locale, parce que il y a un voyage qui est permis, qui est assez léger, enfin plus ou moins quand même, de transporter les cartons avec toutes les éditions. Elles sont lourdes, même si le grammage est léger. Mais oui, c'est dans le but de pérenniser. Et je l'ai aussi vu comme un outil... Si, c'est plus aussi... je pense que le contenu aussi du livre aussi est pensé comme un espace de résistance aussi. Ouais, mais c'est aussi l'idée à travers le livre et la raison pour laquelle j'ai voulu une coédition, en fait. Donc RVB Books sont venus me voir très tôt en me disant on est tombé sur 2-3 repros de ta maquette, on veut l'éditer. Et je leur ai dit, bon, ça fait du sens, on se connaît bien et j'aime bien travailler avec vous. Mais en fait, moi, je veux qu'il y ait une maison de coédition mexicaine qui soit tenue par des femmes, qui soit beaucoup plus engagée politiquement. Et surtout, j'aimerais que ces images puissent retourner au Mexique et pas qu'elles restent en France, en Europe. Et du coup, ça a permis aussi tout un autre enjeu, notamment pécunier. J'ai un peu... utiliser mon passeport rouge pour avoir des financements suisses qui ont permis de donner en fait les livres qui sont en circulation au Mexique sans que même la maison d'édition doive participer financièrement, et qu'on puisse redonner aussi une partie une petite partie, parce que je voulais aussi que le livre soit pas cher, à des associations féministes locales. Enfin, c'est un peu tout aussi ce qu'il y a derrière, en fait. Bon, on va passer aux questions. S'il y a des questions dans le public. Oui. Attendez, je vais vous passer le micro. Non, vas-y. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir s'il y avait toujours des photos qui étaient envoyées sous ce hashtag. Alors, pas énormément. Dans l'exposition, j'ai laissé quelques trous, justement pour
Bon, c'est un processus qui prend quand même du temps d'imprimer un livre et ma réaction a été assez urgente. Donc j'ai mené ma recherche que sur les semaines qui ont suivi en fait ce meurtre. Il y en a certaines qui ont apparu après, évidemment, mais pas énormément. Ça s'est assez rapidement essoufflé. Bien que Ingrid reste quand même, soit devenue malheureusement une figure et que chaque année au Mexique il y ait des manifestations en son nom le jour de son décès, que ça ait permis aussi d'avoir un questionnement à la justice en fait sur ce rapport entre la corruption policière et l'usage des images. Donc ça c'est un procès qui est en cours, qui n'a pas encore abouti évidemment. C'est pas le genre de choses pour lesquelles les flics sont pressés. Mais du coup, oui, dans l'exposition, je laisse quelques trous pour justement que notre œil soit conscient que c'est quelque chose qui a pu continuer, même si ça ne continue pas aujourd'hui. Bonjour. Je me posais juste la question de savoir si la personne qui avait proposé de faire ce spam sur Twitter a eu ton livre entre les mains, ou est-ce que, enfin voilà, comment ça lui est revenu? Merci. J'ai eu beaucoup de discussions avec Delia très tôt dans le processus. Donc moi, j'ai commencé à récolter les images et très vite, je lui ai écrit et on a eu des échanges de mails hallucinants qui étaient bien au-delà de ce fait-là et de ce livre-là. Et elle a eu elle a eu un droit de regard. C'est presque une collaboration qu'on a faite, même si elle n'est pas artiste. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment besoin d'être artiste pour faire ce livre, je pense. Elle était assez ravie que ça puisse avoir une forme éditoriale. Et elle fait partie. Je ne sais pas si vous avez vu dans les crédits, dans les conceptrices du livre. Donc, elle est en premier, il y a moi et la famille qu'elle cite dans son tweet, qui fait donc la 4e de couverture originale, où en fait elle prend exemple pour proposer ce spam généralisé sur un meurtre qui a eu lieu aux États-Unis quelques années plus tôt, où la famille avait procédé de la même manière. Et en discutant avec elle, elle a pu me donner le nom de la famille que j'ai pu contacter aussi. Et là, ça faisait encore plus de sens parce que le meurtrier avait tué sa conjointe en live Instagram. Donc ça faisait vraiment énormément de sens d'utiliser les réseaux sociaux comme point de revendication et de désaccord avec ces actions. Donc oui. Mais c'est une très bonne question, merci. En tout cas, merci beaucoup, Zoé. Merci à toi. Et n'hésitez pas à aller sur le stand de RVB Book pour une signature avec Zoé. À 17h. À 17h, voilà. Merci beaucoup.